Bonjour, dans cette présentation, nous allons parler des relations diplomatiques et consulaires, mais aussi des rapports avec les organisations internationales qui sont particulièrement importantes dans notre région. Le domaine des relations diplomatiques euh, vient de la tradition des envoyés spéciaux auxquels on accordait tôt certains privilèges. C'était notamment le cas dans le protocole des cours royales en Europe. Et aujourd'hui, il en est devenu un domaine particulier, normalement le droit des relations diplomatiques, qui est assez technique. En plus, on peut y ajouter la coopération au sein des organisations internationales avec les envoyés, les délégués des États membres ou des experts, mais aussi la question des rapports entre l'état de siège ou un État au sein duquel une organisation internationale a des opérations ou des activités. Euh, En même temps, il faut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus de contacts directs, ce qui, en droit, a mené à une plus grande importance d'un domaine qui s'inspire du droit des relations diplomatiques, qui est celui des missions spéciales, c'est-à-dire la présence temporaire sur le territoire d'un État d'envoyés d'un autre État. Et puis, du point de vue technique, est aussi important le rôle des consulats, du personnel consulaire, qui a également certaines obligations et droits qui s'inspirent en partie des relations diplomatiques, mais il y a certaines particularités. Alors, pour commencer des relations diplomatiques, nous avons vu, c'est essentiellement un élément de la reconnaissance d'un autre État. Cela mène normalement à lancer ou à commencer ou à avoir des relations diplomatiques entre deux États. Cette reconnaissance est normalement considérée comme l'établissement de relations diplomatiques entre les États et normalement aussi l'envoi de missions diplomatiques permanentes. Elles se font par consentement mutuel et il n'est pas toujours nécessaire que le ou la diplomate soit vraiment présent sur le territoire de l'État. Par exemple, la Suisse et le Liechtenstein ont des relations diplomatiques, mais le diplomate responsable en Suisse réside à Berne, donc il reste dans son pays d'origine. L'essentiel des questions juridiques des relations diplomatiques est aujourd'hui codifié dans la Convention de Vienne de 1961. On distingue donc les relations consulaires. Il existe une deuxième convention qui est un tout petit peu plus jeune, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Et les fonctions consulaires sont en principe plus techniques que les fonctions plus politiques des relations diplomatiques. Il s'agit essentiellement de protéger dans l'état de résidence les intérêts de l'état d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international. Ça inclut normalement la délivraison de passeports et de documents, d'actes de naissance, etc. Et particulièrement important, c'est normalement les consulats qui prêtent secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, dans l'état d'envoi sur le plan technique. Et pas forcément quand il s'agit des pourparlers diplomatiques, voire la protection diplomatique dont nous avons déjà parlé. Retournons aux relations diplomatiques. Il y a des définitions qu'on trouve dans la Convention de Vienne de 1961. Donc, si de manière moins formelle on parle de diplomate, dans la Convention de Vienne, on parle de membres du personnel diplomatique, qui sont les membres du personnel de la mission, qui ont la qualité de diplomate. Et la mission
normalement appelé l'ambassade, mais le terme technique est donc mission. L'ambassade devient décrite en plus de détails dans la lettre I de l'article 1er. L'expression locaux de la mission s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments ou du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Donc, il y a aussi la résidence du chef de la mission qui joue un rôle important, dans la réalité souvent utilisée pour recevoir des invités, pour organiser des entretiens, etc. Vous voyez aussi la question du propriétaire. Aujourd'hui, beaucoup d'États louent des propriétés parce que c'est parfois pas intéressant ou trop cher d'acheter des terrains, comme c'était traditionnellement le cas. L'échange de personnel diplomatique se fait par accréditation. L'État accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'État accréditaire a reçu l'agrément de cet État. Donc vous voyez ici quelques termes qu'on utilise. Le chef de mission doit être accrédité par l'État accréditant. Donc c'est l'État qui envoie un ambassadeur ou une ambassadrice, normalement dans un autre État. Et cet autre État, qui est l'État accréditaire, doit donner son agrément. Et s'il ne le donne pas, cet envoi n'est pas possible. Effectivement, de temps en temps, il y a des discussions. Si un État veut envoyer, par exemple, une personne qui a peut-être un passé particulier, est connue pour ses vues politiques, etc. Il y a quelques années, par exemple, les États-Unis, sous le gouvernement Obama, voulaient faire accréditer par le Saint-Siège un ambassadeur homosexuel, ce qui a mené à une situation où le Saint-Siège n'a simplement pas répondu. Et après des mois d'attente, le gouvernement américain a finalement décidé d'envoyer quelqu'un d'autre qui a reçu l'agrément du Saint-Siège. L'État accréditaire n'est pas tenu de donner à un État accréditant les raisons d'un refus d'agrément. On veut éviter, bien sûr, que cela mène à des tensions politiques, même si dans la réalité, cela peut toujours être le cas, parce qu'on a bien sûr des soupçons si un État ne donne pas son agrément. Une des garanties dans les relations diplomatiques, c'est l'inviolabilité, notamment des locaux, qui est par exemple décrite dans l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et ici, je voudrais simplement mentionner qu'au XIXe siècle encore, on parlait souvent du concept de l'extraterritorialité. Un concept que aujourd'hui nous n'utilisons plus. Le territoire de la mission d'un autre État et le territoire de l'État où il se trouve. Par contre, par l'article 22, on assure à ce territoire et à la mission dans son ensemble une certaine inviolabilité. Il y a quelques années, on a pu suivre l'affaire de Julian Assange, qui était dans les locaux d'une mission étrangère à Londres. Et malgré le fait qu'il y avait un mandat d'arrêt international, que le Royaume-Uni aurait volontiers aimé exécuter, les forces de l'ordre britanniques ont aussi respecté l'inviolabilité de cette mission, et ce n'était qu'au jour où l'ambassadeur de cette mission avait finalement décidé qu'on ne voulait plus héberger M. Assange. Et à ce moment-là, on a fait sortir M. Assange, et à ce moment-là, il a été arrêté par la police anglaise, donc en tout respect de l'inviolabilité de la mission. Une des affaires fameuses où on a discuté la portée des différentes obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est une affaire entre l'Iran et les États-Unis de 1980 devant la Cour internationale de justice. Il s'agissait à l'époque d'événements en lien avec la révolution iranienne, ce qui a mené à des émeutes
et des manifestations dans les rues, et certains étudiants étaient pénétrés dans les locaux du consulat, surtout des États-Unis, et avaient pris en otage le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis. Et ceci a été considéré par les États-Unis et par la suite par la Cour internationale de justice comme une violation des obligations de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, parce que notamment l'Iran n'aurait pas accordé suffisamment de protection à la mission, c'est une des obligations dans la Convention de Vienne, et deuxièmement parce que par la suite le gouvernement iranien aurait encouragé les étudiants à continuer la prise d'otages. Et à ce moment-là, du point de vue de la responsabilité internationale, l'Iran, l'État, est devenu responsable de cette prise en otage qu'il a encouragée et donc ainsi fait durer plus longtemps que nécessaire. L'inviolabilité s'applique aussi à d'autres aspects des relations diplomatiques, les archives et les documents, la libre communication de la mission pour toute fin officielle, la correspondance officielle, et ça inclut aussi la fameuse valise diplomatique qui était plus importante par le passé, mais encore aujourd'hui ne doit pas être ouverte ni retenue par les autorités. Là, avec les nouvelles technologies, on s'est demandé, bien sûr, si cela justifiait de ne pas inspecter lors du transport de cette valise diplomatique, la valise, par exemple au moment où où on veut la faire transporter par un avion à l'aéroport, on accepte que toutes les valises soient contrôlées. Notamment, la radiographie d'une valise semble acceptable tout en respectant l'article 27 alinéa 3 de la Convention de Vienne de 1961. Ce qui est particulièrement important, c'est l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toute mesure appropriée pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Donc ici, c'est l'inviolabilité. Il s'agit pas c'est corrélaire à son immunité, comme nous allons voir, mais ceci peut signifier que même si un diplomate commet un crime, on ne peut pas l'arrêter, et s'il n'est pas possible de le juger, parce que l'État accréditaire n'y consent pas, nous allons voir que la seule possibilité de faire de sorte qu'une telle personne ne reste pas dans le pays est celle de la déclarer persona non grata. Hein, ça, c'est à voir en lien avec ce principe d'inviolabilité. Elle s'applique aussi à la demeure privée de l'agent diplomatique, sinon ça empêcherait les membres du personnel diplomatique de travailler. Et comme nous l'avons déjà vu pour les fonctionnaires étatiques de manière générale, l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques définit les immunités dont jouit l'agent diplomatique. Il s'agit essentiellement, dans l'alinéa premier, de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire, qui va très loin, et dans le domaine de la juridiction civile et administrative, ça va aussi relativement loin, mais il y a quelques petites exceptions que nous n'allons pas traiter ici en détail. Ce qui est important pour les autorités pénales, par exemple, c'est que l'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage, donc on ne peut pas le contraindre à le faire si par contre il désire le faire et si son état accréditant
l'autorise, il peut le faire. Pour l'immunité d'exécution, c'est l'alinéa 3 qui s'applique. Vous voyez, on s'inspire ici des concepts que nous connaissons du droit des agents étatiques. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans quelques cas exceptionnels que nous ne devons pas traiter ici en détail. Ces exceptions, nous pouvons vite les parcourir. Ça devient plus important au moment où vous avez des connaissances approfondies de droit pénal et de procédure pénale ainsi que de droit civil. Dans ces exceptions concernant le droit civil notamment, concernent des actions réelles concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État accréditaire. Donc si par exemple un diplomate achète un territoire ou une demeure à titre privé, à ce moment-là, il y a tout de même un lien important avec l'État et le territoire de l'État. Et à ce moment-là, on accepte que le diplomate ait créé une situation qui justifie de ne pas lui accorder une immunité totale quant à des actions en justice, des actions civiles en justice concernant cet immeuble privé. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée. Après, il y a aussi les questions de succession, où dans les rares cas où un tel agent exerce une activité professionnelle, sont donc des exceptions relativement étroites qui ne doivent pas nous occuper plus à ce stade. L'État accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. Cette possibilité de renoncer à l'immunité pour un État, nous l'avons déjà vu. Nous l'avons vu quant à l'immunité d'État, nous l'avons vu quant à l'immunité des agents étatiques de manière générale, et elle existe aussi dans l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. On parle normalement d'immunité et de privilèges. Alors, on peut dire que l'inviolabilité dont nous avons parlé, c'est un privilège aussi, si on veut, mais c'est très particulier et très important. Il y a d'autres privilèges que les États accréditent aux représentants diplomatiques d'autres États, notamment dans le domaine fiscal. Et comme c'est mutuel et réciproque, on trouve que c'est pas approprié qu'un diplomate soit soumis à la fiscalité normale d'un État. Tout de même, ces exceptions ne couvrent pas tout. Par exemple, la TVA, elle est aussi payée par un diplomate qui va dans un magasin à titre privé. Par contre, il n'y a par exemple pas d'impôt sur son revenu ou encore sur la propriété. L'article 23 prévoit donc ce privilège fiscal pour les agents diplomatiques. Alors nous avons déjà dit, pour sanctionner un diplomate, c'est-à-dire quand un État considère qu'un diplomate ne devrait plus rester sur son territoire, il faut le déclarer persona non grata, c'est-à-dire on signifie à l'autre État, on lui transmet le message que la personne n'est plus bienvenue et qu'on prie cet État de le rappeler. Et comme résultat, le diplomate ou la diplomate devrait partir dans le délai imposé. C'est un instrument pour éviter une escalade et des problèmes ou la présence continue d'une personne qui n'est plus acceptée. Un aspect de ce système qui est relativement neutre et technique, c'est bien sûr qu'on peut aussi l'abuser parce qu'il ne faut pas vraiment justifier pourquoi on considère ou on déclare un diplomate une persona non grata, notamment dans des cas de tension politique. Il est donc très très commun qu'une des mesures des
prises par un État, une des mesures politiques, c'est de déclarer certains des diplomates d'un autre État comme persona non grata. Hein, ça, c'est un signe politique comme quoi on est fâché, qu'on n'est pas content quant au comportement d'un autre État, même si ce n'est pas du tout dû au comportement des personnes concernées. Il devient un peu victime de la situation politique, ce qui semble tout de même acceptable parce qu'ils sont les représentants d'un autre État sur le plan politique et international, et donc c'est un peu inhérent à ce droit des relations diplomatiques des États. L'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques décrit exactement comment on déclare une personne persona non grata et quelles sont les conséquences. C'est ce qui est difficile à dire, ce qui est important à retenir, c'est que si une personne est déclarée persona non grata et ne quitte pas le pays, elle perd le statut de membre du personnel diplomatique et donc tous les privilèges, immunités et inviolabilité. Ceci peut être important si un diplomate est considéré ou déclaré persona non grata et s'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine, c'est-à-dire le pays qu'il a accrédité. Et donc, à ce moment-là, la personne préfère peut-être tout de même rester dans l'état où elle se trouve actuellement, mais elle n'a plus le statut de diplomate. D'autres privilèges sont beaucoup plus généraux. L'article 25 prévoit qu'on doit faciliter l'accomplissement des fonctions de la mission et il y a aussi des règles très techniques concernant, par exemple, la sécurité sociale, etc., qui s'inspirent un peu des exceptions qu'on accorde aux diplomates quant à la fiscalité d'un État. Quelles sont les obligations des membres d'une mission d'un État, donc du personnel diplomatique? C'est essentiellement, en principe, de respecter les lois et règlements de l'État, et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures, une obligation générale pour les États que nous avons déjà vus. Un grand risque, c'est évidemment que les privilèges et le statut de diplomate soient abusés pour des services de renseignement, de l'espionnage, ce qui est tout de même très commun et ce qui mène normalement à ce que ces personnes soient déclarées comme persona non grata si on les découvre et des discussions, des négociations entre les États concernés. Cela mène aussi à des discussions si le nombre de diplomates qu'un État devrait envoyer ou accepter qu'elle soit envoyée devrait être limitée. C'est tout de même étonnant que certaines missions ont du personnel parfois de plus de 100 personnes, ce qui peut être intéressant, notamment pour des grands États et si la coopération est étroite, mais ce qui souvent mène aussi à des difficultés et à des reproches que certaines de ces personnes agissent en violation des obligations de l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Nous avons déjà dit, il peut aussi y avoir l'envoi temporaire d'agents diplomatiques qui à ce moment-là sont couverts par les règles des missions spéciales. C'est encore une convention spéciale de 1969 qui couvre donc les privilèges, inviolabilité et immunité des personnes en mission spéciale. Et une mission spéciale est une mission temporaire ayant un caractère représentatif de l'État, envoyé par un État auprès d'un autre État, avec le consentement de ce dernier. Donc, normalement, il s'agit d'une visite
Et ça peut être, par exemple, la visite d'un chef d'État avec son entourage, mais ça peut aussi être une mission spéciale beaucoup plus technique où quelques fonctionnaires d'un ministère rendent visite aux fonctionnaires du ministère d'un autre État pour négocier certains aspects techniques. À ce moment-là, on leur accorde pendant cette durée de cette mission spéciale des privilèges et droits qui s'inspirent du droit diplomatique. Pour les relations consulaires, on peut aussi dire que beaucoup des règles entre les relations concernant les personnes du personnel consulaire et du personnel diplomatique sont identiques, voire très semblables. Une règle qu'on trouve dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, qui est particulièrement importante et où il y a eu beaucoup de différences ces dernières années, c'est l'article 36 de la Convention sur les relations consulaires qui prévoit que le personnel consulaire ait le droit de communiquer avec ses ressortissants, notamment si des citoyens d'un autre État sont arrêtés et en prison. Dans ces cas, si l'intéressé, donc le citoyen qui est arrêté, en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Et ceci est parfois oublié ou un État ne le fait pas. Et à ce moment-là, il s'agit d'une violation de l'article 36. Et les États protestent souvent par la suite si cet avertissement n'a pas eu lieu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de savoir en procédure pénale si le fait que l'article 36 a été violé et donc que la personne qui avait été arrêtée, si elle n'a pas eu dès le début la possibilité de contacter son consulat, si cela a des répercussions sur le procès et sur un éventuel jugement qui en résulte. Alors, il y a eu beaucoup d'affaires, par exemple, dans des États qui connaissent la peine de mort, comme les États-Unis, où on a dit, parce qu'un étranger qui avait été arrêté n'avait pas eu la possibilité de communiquer avec son consulat, comme c'est prévu par l'article 36, par la suite, sa défense n'a pas été organisée de manière correcte ou satisfaisante, ce qui a été allégué a probablement contribué au fait qu'il y avait un jugement de peine de mort. Et dans ces cas, donc, souvent les États d'origine de ces personnes ont protesté en disant que l'État dont le tribunal avait jugé la personne et avec la peine de mort, dans ces cas, cette peine ne devrait pas être exécutée. Et il y a eu plusieurs cas devant la Cour internationale de justice qui a déclaré dans ces circonstances que là, il s'agissait d'une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et que on devait permettre à l'État qui n'avait pas été consulté d'intervenir et qu'il fallait éventuellement recommencer la procédure pénale, ce que les États concernés n'ont normalement pas accepté. Donc il y a là une certaine opposition quant aux effets qu'il faut donner à l'article 36, notamment les effets qu'une violation aurait sur les procédures pénales et les jugements qui résultent suite à une telle violation. Ce qui est très important aujourd'hui, ce sont toutes les inviolabilités, immunités et privilèges des organisations internationales qui sont par exemple présentes à Genève, mais aussi des fonctionnaires de ces organisations internationales
et éventuellement aussi, bien sûr, des représentants des États auprès des OI. Par exemple, la délégation de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève. Et encore plus important, d'éventuelles personnes qui sont invitées ou reçues par les organisations internationales ou ces représentations, ce qui fait que la Genève internationale est tout de même un bon exemple pour le grand nombre de personnes qui se trouvent dans cette ville, par exemple, qui sont au bénéfice d'inviolabilité, immunité, privilège, soit parce qu'ils sont diplomates, soit parce qu'ils font partie du personnel consulaire, soit parce qu'ils travaillent pour une organisation internationale, soit parce qu'ils travaillent pour une mission auprès d'une organisation internationale, soit parce qu'ils sont invités comme des experts qui participent, par exemple, à certaines réunions de ces organisations internationales. Alors, ces règles quant aux organisations internationales et aux personnes qui ont des contacts avec ces organisations internationales, des contacts officiels, se trouvent normalement dans les accords sur les privilèges et immunités des organisations. Par exemple, un des plus anciens exemples dont nous avons déjà parlé quand nous avons parlé des organisations internationales, c'est l'accord qui avait été conclu par la Suisse et le secrétaire général des Nations Unies en 1946, qui prévoit donc aussi toutes ces règles concernant ces personnes, qui s'inspirent essentiellement de ce que nous avons vu. Il s'agit aussi d'inviolabilité, d'immunité et de privilèges fiscaux et autres. Merci beaucoup et à bientôt.